Donc bonjour à tous, nous allons commencer du coup. Donc aujourd'hui, effectivement, nous allons intervenir sur un atelier technique qui va concerner les travaux du groupe de travail de l'Institut sur le provisionnement non-vie. Et dans ce contexte, on va vous présenter quelque part ce qu'on fait dans le GT et on va aussi essayer de vous mettre en avant certains points de bonne pratique et points d'attention pour du coup la clôture qui va arriver au 31/12/2023. Et donc dans ce contexte-là, on est 3 intervenants. Et donc je vais laisser Corinne se présenter. Corinne Fur, donc je travaille à la CAMCA, donc qui est donc la caisse d'assurance mutuelle du Crédit Agricole. Bonjour, je suis Louis-Stéphane Lobelobas, responsable de ce GT, et je travaille au sein de Swiss Re en tant qu'actuaire provisionnement non-vie. Et donc moi je suis Kevin Ma, donc senior manager au sein du cabinet Actuelia, du coup cabinet de conseil en actuariat. Donc, comme l'a dit Kevin, cet atelier va être divisé en 3 parties. Donc, premièrement, on va vous présenter donc, le groupe de travail, comment est-ce qu'il fonctionne, les travaux qu'on a réalisés et les travaux que l'on va réaliser. Ensuite, on passera aux bonnes pratiques et aux points d'attention pour la clôture 2022. Donc, on a plusieurs points d'attention liés aux événements qu'on a pu observer cette année sur le marché. Et ensuite, on fera un petit rappel réglementaire pour d'autres provisions techniques. En ce qui concerne l'organisation du GT, donc on a une vingtaine de membres, dont 2 responsables. Le GT est constitué de différents types de profils, que ce soit des juniors ou des seniors, mais également des membres de cabinet de conseil, des responsables de provisionnement. On a quelques auditeurs et aussi quelques directeurs techniques, ce qui nous permet en fait d'avoir un panorama d'horizon assez conséquent. Donc l'objectif de ce GT, c'est d'une part d'essayer de répertorier et de diffuser au sein de l'Institut les bonnes pratiques pour le provisionnement non-vie, que ce soit pour les méthodes classiques qui sont utilisées sur le marché, mais également pour les méthodes innovantes. C'est pour ça qu'on a séparé en fait le GT en 2 sous-GT. Le premier qui est le guide de provisionnement non-vie que Kevin va vous présenter tout à l'heure, donc qui recense les méthodes principales pour le provisionnement non-vie. Et aussi le deuxième groupe qui est le provisionnement innovant, dans lequel on fait des sujets d'études sur les nouvelles pratiques du marché. C'est ça. Donc effectivement, sur la partie guide de provisionnement, donc c'est un chantier qui consiste à du coup vous établir pour la communauté actuarielle une sorte de base documentaire dans laquelle vous allez retrouver en fait l'ensemble des bonnes pratiques sur l'évaluation des provisions. Quand on parle de bonnes pratiques, ça peut être à la fois le côté méthodologique, donc l'utilisation simple de chain header, les potentiels différentes méthodes aussi qu'on peut avoir, et aussi tout ce qui est par exemple segmentation des données, les spécificités par branche aussi qui est important, parce qu'effectivement quand on est sur des branches longues ou des branches courtes, toutes les méthodes sont pas forcément adéquates. Et donc, l'idée, c'était vraiment de faire une sorte de guide pratique pour demain un actuaire qui va calculer des provisions de non-vie dans sa structure, que vous ayez une sorte de guide qui vous explique comment faire les choses. En tout cas, l'une des ambitions, ça a été vraiment de regrouper, on va dire, la connaissance commune de tous les intervenants du GT au travers d'un guide. Et du coup, ce guide, il est terminé, donc c'est la slide d'après. Aujourd'hui, il fait à peu près 90 pages. Et donc, ce guide, il est en process de validation, parce qu'effectivement, on a rédigé quelque chose. Et là, il y a la commission IRD qui va valider, du coup, ce qu'on a écrit. Le guide, du coup, il va se présenter sous forme assez simple. C'est un document Word ou PDF qui va présenter les fameuses méthodologies. Il y aura un peu de narratifs qui vont reprendre, on va dire, les grandes remarques importantes pour le provisionnement. Et on aura aussi, vous aurez une sorte de recueil de guides, de fiches pratiques, on va dire, par branche d'activité. Donc là, on a fait des captures d'écran. Et ce que vous voyez à droite, là, c'est par exemple la fiche pratique pour l'assurance dommage aux biens. Donc vous allez avoir par exemple qu'est-ce que le risque, quelle segmentation il faudrait prendre, est-ce qu'il faut faire des retraitements en ASIF ou pas, quelles sont les méthodologies communément appliquées sur le marché, par exemple la longueur d'historique, etc., etc. Donc l'idée c'est de balayer un ensemble de provisionnement. Alors là je ne l'ai pas précisé mais on est en norme locale.
sachant qu'effectivement, il y a un autre guide qui existe sur, par exemple, le Best Estimate en non-vie. Donc, ce sera, je vais dire, plutôt un document complémentaire, où là, on va vraiment traiter plutôt les aspects comptes sociaux. D'accord ? Donc, aujourd'hui, comme je disais, il est en cours de validation, et normalement, dès qu'il sera validé, il sera diffusé. Merci Kevin. Donc, ensuite, on passe sur le sous-GT provisionnement innovant. Donc, en fait, c'est un sous-GT qui a pour ambition de travailler sur des sujets atypiques qu'on peut observer actuellement, donc des nouvelles méthodes de provisionnement, des nouveaux outils ou l'utilisation de nouvelles données. Comment est-ce qu'on fonctionne? On choisit en fait un sujet qu'on va développer et ensuite, une fois qu'on a terminé, on fait une présentation par un webinaire et aussi par la publication d'une note. Donc aujourd'hui, le sujet sur lequel on travaille, en fait, c'est l'étude d'outils externes pour le calcul des provisions dossier-dossier en RC corporel automobile. Donc on a aujourd'hui quelques éditeurs de logiciels qui travaillent dessus et qui travaillent déjà avec quelques acteurs du marché. Et donc nous, l'objectif, c'est de pouvoir présenter en fait l'intérêt de ces outils au sein de la communauté actuarielle. Donc on va avoir des entretiens avec ces éditeurs qui commencent dès la semaine prochaine. Et donc on va voir comment ils fonctionnent, l'intérêt pour une compagnie d'assurance, comment les acteurs peuvent être impliqués dans l'utilisation de ces outils, quelles sont les données utilisées et utilisables également. Et donc une fois que ce sera terminé, on pourra faire une présentation au sein de l'Institut. Donc là, on vous a fait un petit topo de ce qui se passe au niveau du GT. Donc effectivement, l'idée c'était de vous présenter les projets en cours. Et du coup, là, dans cette deuxième partie, on voulait partager avec vous un certain nombre de points d'attention en fait pour l'exercice d'inventaire qui va arriver pour certains sur la partie non-vie. Et donc l'idée, c'est vraiment de revenir sur quelques notions clés où il faudra faire hyper attention cette année. Ça va concerner notamment les taux d'actualisation, l'inflation et potentiellement les potentielles évolutions réglementaires ou conjoncturelles qu'il y a eu au cours de ces dernières années et qui vont peut-être venir perturber les méthodes statistiques classiques qu'on utilise, puisque souvent en non-vie, on se base sur des méthodes statistiques. On essaie d'extrapoler quelque part à partir du passé, mais souvent les méthodes classiques ne fonctionnerait presque pas cette année. Et donc, dans ce contexte-là, on va essayer de vous présenter justement des méthodologies pour un peu retraiter et voir comment est-ce qu'on pourrait adapter l'existant pour pouvoir projeter le futur. C'est ça, le provisionnement. Et donc, le premier point sur lequel moi j'interviens, effectivement, c'est le côté taux d'actualisation. Parce que, alors ça va surtout concerner les organismes qui ont des engagements à duration moyenne, voire longue. Et du coup, le premier point d'attention sur lequel on voulait venir, c'est effectivement, vous le savez tous, on est dans un environnement de taux qui est à la hausse. Et du coup, là, on voulait vous attirer l'attention sur le fait que, ok, on est dans une tendance haussière de la courbe des taux, mais quand on regarde l'historique sur presque 15 ans, on s'aperçoit que la hausse des taux, elle est rapide. Et c'est surtout le mot rapide qui est important, parce que demain, quand vous allez faire le provisionnement, vous allez devoir anticiper un taux d'actualisation. Lorsque vous faites alors soit vous attendez effectivement la publication définitive des TME par exemple, soit vous allez, pour ceux qui sont en phase close ou quand vous allez faire vos provisionnels, etc., vous allez devoir estimer une sorte de TME future pour venir actualiser vos provisions. Et dans ce contexte-là, souvent on fonctionne avec des méthodologies du type moyenne glissante, etc. Ces techniques-là ne sont pas forcément adaptées aujourd'hui parce que justement, la fameuse tendance haussière n'est peut-être pas intégrée lorsque vous allez utiliser des méthodes du type moyenne mobile, etc. D'accord ? Et le point d'attention, c'est que du coup, effectivement, on est passé de des taux des TME négatifs à presque 2,8% à fin octobre. Et en plus, la perspective de l'évolution des taux reste assez haute, puisque donc ce que j'ai affiché là, c'est le TME à gauche, et à droite, vous avez la fameuse courbe des taux EIOPA qu'on utilise sous S2. Et ce qu'on constate, c'est qu'avec une vision prospective aussi de la vision de l'évolution de la courbe des taux, on constate que la hausse est quand même durable. D'accord ? Donc lorsque vous allez avoir vocation, par exemple, à faire des moyennes mobiles pour estimer le fameux point qui arrive,
le fait d'avoir, on sait tous que la moyenne est hypersensible aux valeurs extrêmes. Donc là, comme on est quand même sur une tendance haussière, donc quelque chose d'extrême, bah, peut-être que les méthodes classiques ne marchent plus. Et du coup, donc l'impact de la hausse des taux, c'est effectivement, bah, vous le savez tous, l'actualisation qui va fortement augmenter. Donc le volume de provision va fortement diminuer. Donc ça, effectivement, première étape, c'est d'avoir ça en tête. Mais la deuxième étape, c'est de se dire, OK, j'ai mes taux qui augmentent, mais est-ce que donc les taux d'intérêt, c'est quelque chose qui va venir, enfin la hausse, en tout cas des taux d'intérêt d'actualisation, c'est quelque chose qui va venir dégonfler les provisions. Mais en parallèle, il faut pas faut pas oublier le côté aussi inflation, qui du coup est souvent corrélé en fait à l'évolution des taux techniques. Et dans ce contexte-là, moi j'avais mis en avant j'avais mis en avant un cas d'étude, on va dire, qui est le cas réel, sur l'exemple de la branche RC, où aujourd'hui, on construit des barèmes pour justement évaluer les fameux capitaux qui correspondent aux capitaux pour dédommager des accidents corporels. Et dans ce contexte-là, on utilise aujourd'hui sur le marché des barèmes classiques, ça peut être Gazette du Palais, BCRIV, etc. Et pour le coup, des actuaires, donc c'était pour la Gazette du Palais, c'est Frédéric Planchet et Guillaume Leroy qui ont construit ça. Et ils expliquent qu'effectivement, pour construire ce type de barème, il faut se positionner sur des hypothèses de taux d'actualisation, mais aussi d'inflation. Donc, comme vous le savez, l'inflation, ça vient gonfler du coup les provisions. Et ils mettaient en avant justement le caractère assez atypique des évolutions récentes de cette fameuse courbe des taux, mais aussi de l'inflation. Et dans ce contexte, c'est vrai que ce sont des questions qu'il faut absolument aborder lorsque vous allez faire vous-même l'exercice du provisionnement. Parce que ces facteurs-là, pour ceux qui ont des branches longues du type auto-RC, justement, vous allez avoir des impacts directs sur, par exemple, tout ce qui est calcul de PM de rente et aussi tout ce qui est calcul de potentiellement capitaux constitutifs qui sont aussi intégrés directement dans votre chain leader. Donc, on n'est pas que sur des calculs de PM, ça peut potentiellement toucher vos PSAP puisque, justement, la charge sinistre est incluse quand même dans les triangles de charge. Et dans ce contexte-là, l'idée, c'était de vous illustrer le fait que aujourd'hui, l'actuaire se trouve dans la difficulté de devoir anticiper des taux, des facteurs finalement macroéconomiques. On n'est pas forcément tous spécialistes justement dans le domaine. Et l'idée, c'est qu'on vous demande aujourd'hui d'estimer à la fois les taux techniques futurs, mais aussi les taux d'inflation futurs. Et là, on verra que Louis-Stéphane va vous présenter des méthodologies justement déjà d'une part pour retraiter l'inflation, mais aussi essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur. Et là, l'idée, c'était aussi de vous rappeler que, et ça c'est plutôt pour l'analyse actuelle, c'est qu'aujourd'hui les TME sont hauts, mais l'inflation est très forte aussi. Donc souvent, ce qu'on va voir sur ce que propose en tout cas la Gazette du Palais, c'est d'avoir un facteur d'actualisation nette d'inflation qui se situerait entre 0 et 1%. Donc, et moins 1%, pardon. Ce qui fait qu'au final, la hausse des taux se compense avec quelque part la hausse de l'inflation. Et donc ça, c'est pas forcément des choses qu'on pourrait avoir en intuition assez rapidement, mais c'est vrai que quand on regarde les taux, on va voir que quand même l'inflation monte plus rapidement que les TME. Donc ça, il faut voir après par rapport à vos études personnelles sur votre portefeuille, comment ça va s'impacter. Et donc la slide d'après. Donc l'idée, c'est que vous, en tant que potentiellement producteur de l'inventaire provisionnement, les bonnes pratiques seraient de vous dire qu'aujourd'hui, il faut dès à présent anticiper justement ces impacts, pouvoir les isoler et mesurer, parce que demain, ça deviendra des échanges avec la direction sur quel est l'impact taux d'intérêt, puisque taux d'intérêt, pour le coup, c'est un indicateur économique qui ne va pas forcément être une bonne image de ce qui s'est passé vraiment au niveau de la sinistralité ou au niveau technique, tout simplement. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'économique sur laquelle l'entreprise n'a pas forcément la main aujourd'hui. Et donc, il faudra bien essayer de séparer les deux composantes, composante technique et composante financière, pour justement analyser la vraie performance
du portefeuille. Et aussi, du coup, quand vous allez analyser l'impact taux, il faudra aussi analyser effectivement l'impact inflation. Aujourd'hui, demain, vos provisions peut-être seront gonflées parce que l'effet inflation sera plus élevé. C'est pas non plus parce qu'il y a eu plus de sinistralité ou quoi que ce soit, c'est parce que vous anticipez que les coûts moyens seront plus élevés. D'accord ? Et donc, ça, quelque part, quelque chose à anticiper dès maintenant, parce que demain, c'est peut-être un levier de pilotage aussi pour piloter le résultat, pour expliquer les résultats aussi au board, pour bien distinguer les différents effets. D'accord ? Donc, Merci Kevin. Donc Kevin a parlé de la hausse des taux et il a aussi fait un petit lien avec l'inflation. Donc là, ce qu'on remarque cette année sur l'inflation, c'est qu'on a une très forte hausse qui impacte énormément en fait, le règlement des sinistres sur les branches IARD. Donc notamment en auto, on a le prix de la main-d'œuvre qui augmente, le prix de la peinture et également le prix des pièces. Pour ce qui est de la MRH, on va avoir en fait le prix de certains matériaux qui va exploser également, notamment les tuiles. Et pour ce qui est des soins médicaux, donc là, on est principalement sur les dommages corporels. En fait, on va avoir une augmentation des coûts des postes de préjudice, notamment tout ce qui est la tierce personne. Donc cette inflation, en fait, elle impacte également, enfin, à la fois les provisions de ces dossiers déjà existantes, mais également faire revoir en fait les assureurs leur forfait d'ouverture, donc le montant d'ouverture des sinistres initiales. En fait, auparavant, on pouvait considérer que l'inflation était implicitement prise en compte dans les méthodes de provisionnement. Donc, par exemple, dans le chain leader, on n'avait pas de traitement spécifique. On considérait que l'inflation passée pouvait être translatée sur l'inflation future. Mais aujourd'hui, en fait, ce n'est plus le cas. On doit, en fait, ou en tout cas, ce n'est plus forcément le cas, notamment sur les branches les plus longues. On propose, en fait, d'appliquer en fait certaines méthodes et de revoir cette inflation en amont avant de pouvoir appliquer des méthodes de provisionnement classiques. Donc ici, on présente juste un peu plus dans le détail l'inflation qu'on peut observer sur la branche automobile. Donc la sécurité et réparation automobile a publié une étude comparative sur l'augmentation des coûts des réparations automobiles sur les 9 premiers mois de 2021 et 2022. Donc ce qu'on remarque en fait, c'est qu'on a globalement une augmentation de 10% en fait, des coûts entre les deux années 2021 et 2022. Et ce qu'on remarque également, donc la FFA nous avait fait une étude comparative en 2018 en fait sur l'augmentation des coûts moyens des sinistres, donc que ce soit en corporel ou en matériel. Et donc on a effectivement eu une inflation. Bon, malheureusement, le graphique ne va pas jusqu'en 2022, mais en fait, si on suit la tendance, on va remarquer qu'il faut que prendre en compte l'inflation, en fait, ça devient un élément très important pour le calcul du provisionnement. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour retraiter cette inflation et la prendre en compte dans le calcul. Et donc pour cela, on a plusieurs méthodes utilisables potentiellement. Donc la plus simple, c'est faire un calcul normal et ensuite appliquer une marge de prudence en fait sur le provisionnement. Mais si on veut être plus précis dans la prise en compte de l'inflation, on a en fait plusieurs méthodes. Donc l'une d'entre elles, c'est l'utilisation d'une méthode fréquence coût moyen avec un ajustement de l'inflation sur le coût moyen des sinistres. Une autre méthode en fait pour essayer de capter l'inflation, c'est d'utiliser la méthode de Verbeek-Taylor que j'ai présentée tout à l'heure. Et on peut également utiliser la méthode de Berkey-Sherman que Corinne va vous présenter. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsqu'on arrive à retraiter cette inflation, en fait, on arrive uniquement à capter l'inflation passée. Pour pouvoir essayer d'estimer l'inflation future, il faut utiliser des méthodes de projection comme les séries chronologiques ou des méthodes de stochastiques comme Vasicek ou des méthodes ASSO. Un dernier point d'attention, c'est que normalement pour l'ORSA, on doit donner des hypothèses aussi d'inflation. Donc pour les actuaires
qui sont dans des groupes pour lesquels l'ORSA et le provisionnement sont faits par des équipes différentes, il peut être intéressant de regarder ce que font les acteurs qui font l'ORSA et d'essayer d'être cohérent en fait, entre les méthodes de S2 et des comptes sociaux. Donc pour la première méthode, pour modéliser l'inflation future, en fait, on peut utiliser des indices donc disponibles en fait, publics. Et donc, par exemple, pour la construction de la MRH, j'utilisais l'indice de la Fédération française des bâtiments. Pour les soins médicaux, le SBM. Et pour l'automobile, l'indice des prix de consommation. Donc en fait, l'idée, c'est de récupérer ces indices, ensuite de calibrer un modèle dessus pour pouvoir ensuite avoir une chronique d'inflation future qu'on peut appliquer ensuite à nos triangles pour essayer en fait ensuite de modéliser la charge ultime ajustée de l'inflation. Ensuite, on a l'approche de Verbeek-Taylor qui est un peu plus compliquée que je vais présenter. Donc cette méthode, en fait, elle cherche à décomposer la charge en 3 composantes. Donc une composante de survenance qui va être le nombre de sinistres, qui est celle-là, donc qui va descendre en fait dans le triangle. On va avoir une composante de développement, donc horizontale, et ensuite on va avoir l'effet calendaire, donc en diagonale, qui va en fait représenter l'inflation. L'idée, ça va être de décomposer donc ces 3 effets et pour pouvoir récupérer l'effet d'inflation. Et donc la méthode se décompose en fait en 3 parties. Donc tout d'abord, on va avoir donc notre premier triangle donc qui correspond à la charge. Et ensuite, on va le décomposer en 3 vecteurs, donc lambda, nu et gamma. Donc on le voit sur le deuxième triangle. Le vecteur gamma qui va être en fait le vecteur de survenance, qui va être le nombre de sinistres qu'on va estimer en fait constant par survenance, par année de survenance. On va avoir le vecteur nu qui va être l'effet de développement, donc sur la horizontale, et l'effet diagonal, donc lambda, qui lui en fait va dépendre à la fois de l'année de survenance, mais aussi de l'année de développement. Une fois qu'on a fait cette décomposition, on va en fait normaliser l'effet de survenance. Donc on va diviser, donc c'est ce qu'on a ici en bas à gauche. On va diviser en fait notre charge par le nombre de sinistres pour avoir en fait uniquement l'effet de développement et l'effet calendaire. Et une fois qu'on a ça, on va, sous certaines conditions, puisqu'on a des paramètres en fait, donc en forçant que la somme des effets de développement est égale à 1, et en imposant des conditions initiales, comme étant que le dernier facteur calendaire est en fait égal à la somme de la diagonale, en fait de la dernière diagonale. Et donc par conséquent, on va avoir le dernier effet de développement qui va être égal donc à la dernière charge normalisée qu'on a ici en haut à droite, divisée par le dernier effet calendaire. En fait, on peut avoir un algorithme récursif qui va nous permettre d'estimer les paramètres n-1 à partir des paramètres n. Et donc à partir de là, on va avoir tous les effets calendaires. Et en divisant les effets calendaires successifs, on va pouvoir en fait essayer de recréer l'effet d'inflation qui va être du coup spécifique à notre portefeuille. Et donc à partir de là, on va pouvoir utiliser des méthodes stochastiques pour essayer d'estimer l'inflation future. Je te laisse la main, Corinne. Oui. Alors, une fois qu'on a un peu parlé de l'inflation et des taux d'actualisation, il n'y a pas que ça dans notre vie d'actuaire qui nous impacte et qui impacte nos sinistres. Il y a aussi finalement toute la vie de l'entreprise, donc de chaque compagnie. Par exemple, on a la gestion interne des sinistres et la modification de toutes nos garanties. C'est-à-dire qu'au cours de la vie de nos compagnies, on peut avoir des impacts du système de gestion de sinistres. C'est-à-dire qu'on peut avoir des problématiques de clôture qui vont plus vite, des vitesses de clôture plus vite, ou des vitesses de
ou alors un changement d'organisation. Donc ça, je pense que tout le monde un peu l'a vécu. Quand on regarde nos triangles de règlement, on s'aperçoit qu'on a quelque chose qui est incohérent et on cherche à comprendre. On a aussi des évolutions dans nos garanties et nos produits d'assurance. C'est-à-dire que nos compagnies commercialisent des nouvelles garanties. Elles commercialisent également des nouveaux produits. Et ces produits et ces nouvelles garanties vont évidemment modifier nos sinistres. Donc prenons l'exemple par exemple du 100% santé, où il y a des garanties qui existaient mais qui n'étaient pas très utilisées par nos consommateurs. Donc par exemple les prothèses auditives. Donc les prothèses auditives, on n'en avait presque pas dans nos triangles. Et là maintenant, ça a pu exploser. Il y a aussi à prendre en compte ce qui se passe dans nos compagnies en termes d'évolution tarifaire. En effet, l'actuariat inventaire, on est un petit peu en bout de chaîne finalement. On reçoit l'information, on reçoit les sinistres et on essaye de déterminer ce qui va se passer dans le futur. Mais l'actuariat produit et au niveau stratégie, on va... il y a des revalorisations qui peuvent se passer et qui vont impacter nos primes. Et donc, il y a une des méthodes qui est utilisée, qui est donc la méthode Borneter-Ferguson, où on utilise le SP pour pouvoir projeter la charge courante, par exemple. Et si notre sinistralité a bougé parce qu'on a créé des nouvelles garanties, ou bien que notre prime a augmenté parce que on a subi, on a augmenté notre prime pour améliorer notre rentabilité, ben, tous ces éléments-là vont avoir un impact sur notre façon d'évaluer la future sinistralité. On a aussi donc des impacts des évolutions réglementaires. Celui qui s'est passé dernièrement, donc c'était le 100% santé, donc qui a été mis en application le 1er janvier 2020. On a eu aussi la crise du Covid. On a eu également donc des confinements, des couvre-feux. On a également un petit peu d'impact lié à l'inflation. Et tous ces éléments-là, finalement, font bouger notre sinistralité et ça met un petit peu d'incertitude sur notre provisionnement et sur notre manière de calculer. Donc il faut qu'on soit, nous, à l'actuariat, et en tant qu'actuaire, il faut absolument qu'on soit le plus juste possible et qu'on soit au courant de tout, finalement. Et donc notamment, par exemple, il peut se passer dans nos triangles quelques éléments, par exemple en frais de soins et en santé. Est-ce qu'on n'a pas un rattrapage en 2021 et 2022 des soins non réalisés en 2020 ? Donc ça va créer une sorte de volatilité en 2021 et 2022. Est-ce qu'on n'a pas aussi un surcoût pour les complémentaires santé liés aux nouvelles garanties du 100% santé ? Ça peut beaucoup impacter nos triangles. En habitation, on a vu que le confinement en 2020, il y a eu moins de sinistres. Donc ça a aussi créé de l'instabilité dans nos triangles. En assurance auto également, on a eu un peu moins de confinement. On a eu les impacts du confinement. Ce qui fait que nos données historiques, elles sont fortement impactées par les 2 dernières années écoulées. Et il faut qu'on soit capable de les retraiter. Soit les retraiter, soit les corriger, entre guillemets. Et donc, on a une méthode qui s'appelle la méthode Berkowitz-Sherman. Il s'agit d'une technique qui va essayer d'estimer un montant de sinistre à payer, donc essayer d'évaluer nos provisions lorsqu'on a eu un changement opérationnel ou conjoncturel, donc ce qui est le cas actuellement. Le principe, c'est d'essayer de remettre en ordre finalement nos données historiques
avant d'appliquer les méthodologies habituelles. Donc les chain ladders, les born-ladders, enfin toutes celles qu'on connaît et qu'on a déjà appliquées pendant des années. Donc on a deux approches possibles. Donc ils sont donc soit essayer de sélectionner les informations disponibles les plus propres entre guillemets possibles, avec des critères objectifs, et il y a une deuxième approche, c'est donc d'ajuster notre expérience, d'ajuster l'expérience passée qui se trouve dans nos triangles. La première approche, c'est plutôt la bonne façon de comprendre nos triangles, la bonne façon d'appréhender nos données. Donc par exemple, on peut se rendre compte qu'on a l'expérience passée qui ne reflètera pas forcément le futur. Donc je cite par exemple le cas où on aura un portefeuille en forte croissance. Donc là, finalement, notre sinistralité, elle sera complètement biaisée par cette croissance de portefeuille. Donc le nombre de sinistres, il sera complètement lié à ce portefeuille en croissance, et ce ne sera pas conjoncturel, ce sera vraiment un impact lié à notre compagnie. Après, j'ai indiqué également qu'il y avait des possibilités de réaliser des sinistres par pas mensuels ou trimestriels. C'est-à-dire que là, actuellement, la plupart du temps, on fait des pas annuels parce que c'est quelque chose qui est plus simple finalement. Mais là, prenons l'exemple de ce qui s'est passé en 2020. C'est-à-dire qu'il y a eu un confinement où il ne s'est rien passé, où plus personne ne bougeait. Donc, par exemple, en auto, on n'avait presque plus de sinistres. En revanche, en juillet, août, tout le monde a pris sa voiture. Et bon, il y a eu un petit souci, il y a une réaugmentation de notre sinistralité. Donc là, comment faire? On peut peut-être aller mensuellement vérifier ce qui se passe. Donc on peut trouver on peut améliorer notre façon de traiter l'information, finalement. Et une deuxième approche qui est donc de corriger finalement notre triangle, qui est donc de corriger ce qui s'est passé dans le passé. Et notamment, par exemple, on peut traiter deux changements. Donc il y a une première approche qui est donc le changement de la vitesse de clôture. Donc on essaye de corriger les triangles de sinistres payés via un ajustement excusez-moi. Donc on a un changement de vitesse de clôture dans un triangle de sinistres payés, et pour cela on applique une méthode qui s'appelle l'ajustement de Berkowitz-Sherman pour changement du taux de sinistre clos. Donc on vous la détaille juste après. Et il y a une deuxième méthode qui est donc la même chose, mais non, c'est plus les triangles de sinistres payés et le nombre de sinistres clos, mais c'est les triangles de provision pour sinistres à payer et le nombre de sinistres payés. Voilà. Donc il y a une petite différence. Donc là, pour la méthode d'ajustement pour changement du taux de sinistre clos, il s'agit de corriger donc le triangle de règlement. La première partie, finalement, c'est de calculer un ratio, qui est donc le nombre de sinistres clos sur le nombre de sinistres ultimes. Et c'est là qu'on va détecter s'il y a un changement de vitesse de clôture. On va également essayer de chercher une relation mathématique entre ces fameux nombres de sinistres payés et le montant cumulé des règlements. C'est-à-dire c'est essayer de trouver une relation entre ces deux montants. Une fois qu'on a trouvé cette relation entre les deux montants, on va réajuster finalement le triangle de règlement en utilisant cette relation mathématique. Donc, et ensuite, une fois qu'on a réajusté ce triangle de règlement, on va réajuster également le triangle de charge, et ensuite on appliquera les méthodes habituelles. Là, il y a un petit exemple chiffré. Donc, ça, c'est simple. Là, finalement, on a en haut, vous avez le nombre de sinistres clos, et en bas, je vais vous montrer avec la souris, ça sera peut-être plus facile. Voilà, vous avez le triangle de règlement cumulé. Donc en haut les nombres, en bas les montants. Entre les deux, on a pris
une hypothèse, c'était une relation linéaire, hein, on a fait ça assez simple. Et ensuite, on a calculé finalement le fameux taux de clôture, où on voit que en deuxième année, il y a un petit changement entre les deux. Et pour ajuster finalement le triangle de règlement cumulé qui est juste en dessous, on va appliquer un ajustement de cette ligne-là par rapport à la même relation linéaire finalement qu'on avait détectée, qu'on avait évaluée dans notre calcul précédent. Ce qui fait que on retrouve la même vitesse de clôture sur notre nouveau triangle de règlement cumulé. Donc en effet, c'est une correction et ça nous permettra ensuite d'appliquer une méthode plus simple ou plus complexe. C'est à vous de choisir. Du coup, effectivement, donc, l'idée de la deuxième partie, c'était de vous dire, attention, aujourd'hui, en tant qu'actuaire, quand vous allez faire l'exercice de provisionnement, il faut essayer de se détacher potentiellement des méthodes classiques qui ne fonctionnent plus forcément quand on a des tendances haussières, des caractères atypiques qui apparaissent. Il faut se détacher des méthodes classiques pour justement essayer de les adapter, réadapter les données, par exemple, pour ensuite essayer de se ramener à un problème, on va dire, classique. Et dans ce contexte-là, effectivement, il y a l'inflation à prendre en compte, les taux techniques et aussi, du coup, les nouvelles méthodologies possibles, justement, qui essayent d'automatiser ce type de réflexion. Et du coup, la troisième partie, on va essayer plutôt de se focaliser sur trois provisionnements, en tout cas réglementaires. Donc là, l'idée, c'était de vous partager les 3 points qu'on a détectés, on va dire, comme étant potentiellement étant un sujet. Et du coup, Stéphane va vous présenter les provisions. Alors, on va commencer par la provision pour risque en cours, qui sert en fait à couvrir une potentielle insuffisance des primes par rapport au sinistre attendu. Donc, le calcul, il est plus ou moins défini par la réglementation. Donc, il faut estimer en fait un S sur P sur la base en fait des données observées sur les 2 dernières années. Et on le multiplie avec les provisions pour primes non acquises. Par contre, au vu en fait des dernières années qu'on a eues, donc notamment avec le Covid, donc en fait, il peut être pertinent en fait d'analyser les données qu'on va prendre pour calculer ce S sur P, pour qu'il soit en fait le plus représentatif de la sinistralité qu'on attend lors de l'exercice suivant. Donc cette provision est également présentée au sein du guide de provisionnement non-vie. Ensuite, on a la provision d'égalisation, qui sert en fait à couvrir les éventuelles pertes techniques sur les exercices futurs. Donc cette provision est assez réglementée dans le calcul. Donc la dotation elle est limitée à 75% du bénéfice technique net de cession. Le montant global de la provision est limité et dépend en fait du montant des primes acquises par branche. Donc c'est un pourcentage qui dépend de la branche. Et pour la reprise, on a une obligation en fait de reprendre la provision dotée au plus tard, la 11e année après l'avoir dotée. Ce qu'on voulait mettre en avant, c'est que la réglementation n'impose pas en fait d'autres conditions de reprise de la provision. Donc, c'est-à-dire, on peut reprendre un peu comme on veut, tant qu'on est dans la limite en fait de la reprendre avant, dans les 10 exercices après l'avoir doté. Donc effectivement, dans les deux situations, on est sur quelque chose de réglementaire quand même, mais c'est là où on émet la remarque qu'il faut potentiellement prendre du recul parce qu'on reste sur des hypothèses N-1, etc. Mais des fois, le N-1, le N-2 ne permettent pas d'expliquer le N+1, entre guillemets, ou voire le N. Et dans ce cas-là, il faut potentiellement échanger avec les CAC, justement, pour vérifier la pertinence. Par exemple, est-ce que ça vaut le coup en santé de prendre l'historique des 2 dernières années pour expliquer le futur? Si c'est atypique, en théorie, il faudrait essayer de se détacher. Ça, c'est le bon sens qui voudrait ça. Et le troisième aspect que je voulais aborder, c'est la sécheresse. Alors, c'est vrai que ça concerne du coup plutôt ceux qui ont... C'est les RD.
on est sur des problématiques où justement il n'y a pour le coup pas de réglementation sur comment valoriser demain le provisionnement sécheresse. Et c'est vrai que c'est un exercice pour l'actuariat qui est assez difficile aujourd'hui. Alors que ce soit l'actuariat ou même la gestion des sinistres, hein, c'est très difficile d'évaluer ce que va nous coûter la sécheresse, sachant que d'une part, on ne sait pas si ce sera qualifié de sécheresse ou pas, et de deux, une fois qu'on sait que c'est une sécheresse, combien est-ce que ça va nous coûter, quand est-ce qu'a été le fait générateur, ça, ce sont des vraies problématiques de place. Et dans ce contexte-là, effectivement, il faut que là, l'actuariat fasse preuve quelque part de créativité aussi dans l'approche, chercher des méthodes qui valorisent par exemple le nombre de sinistres, le nombre la charge globale, est-ce qu'on est touché, pas touché. Et je sais que sur le marché, il y a plusieurs méthodologies qui peuvent se dégager. Et on n'est plus sur des méthodes de Chandler, hein. On va être sur des méthodes du type GLM, analyse même de cartographie. La sécheresse, si vous connaissez bien le phénomène, c'est quand y a des variations extrêmes de température au cours d'une année. Une fois il fait trop chaud, une fois il fait trop froid. Ça crée des fissures, par exemple, sur les maisons. Et ce type de phénomène crée justement des sinistres sécheresse, hein. Et dans ce contexte-là, déjà, il faut faire l'expertise, il faut aller savoir à quel moment ça a eu lieu. Et du coup, tout ça, ça apporte quand même une forme d'incertitude au final dans l'exercice de provisionnement. Et du coup, dans la méthodologie, donc je vous ai dit, il y a GLM, analyse de cartographie, analyse des dossiers. Et c'est aussi dans ce contexte-là qu'on demande aujourd'hui aussi à l'actuaire d'aller beaucoup échanger avec tout ce qui est gestion de sinistres. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez faire vos statistiques sur des nombres, sur des coûts moyens, les résultats vont fortement dépendre de comment ont été enregistrés les sinistres. Si demain on vous dit, dès que quelqu'un m'appelle pour me dire qu'il y a une sinistre sécheresse, moi je le l'enregistre pas tout de suite parce que il me faut l'expertise, etc. Ou si quelqu'un dit je l'enregistre systématiquement même sans expertise, potentiellement vous, quand vous allez faire vos stats globales, ça peut avoir un impact sur vos résultats. Et dans ce contexte-là, il faut bien le provisionnement devient un sujet où ça ne va pas être cantonné qu'à l'actuariat. Vous allez devoir échanger avec les experts du coup, et potentiellement la gestion des sinistres. Et vous, demain, toutes ces informations-là vont vous servir pour affiner au mieux vos calculs. D'accord ? Et c'est là où le provisionnement sécheresse ou même d'autres provisionnements peuvent faire l'objet du coup d'analyses, pas que actuariat du coup, mais aussi actuariat, gestion de sinistres, même financier. Des fois, on a vu avec l'inflation, ça devient des critères externes à l'actuariat qu'il faut absolument intégrer dans les méthodologies de provisionnement. Voilà. Bon, ça du coup. Pour conclure, on a un petit peu de travail. Donc en fait, on se rend compte, après avoir vu tous ces panels d'impact, de futurs impacts sur notre provisionnement, qu'on a un provisionnement qui se complexifie. Et on a de plus en plus de situations atypiques. Donc pour essayer de régler ces situations atypiques, il faut qu'on soit vigilant sur notre environnement. Il faut qu'on soit vigilant aussi à rester suffisamment expert sur les méthodes qu'on utilise. Mais aussi, il faut qu'on puisse échanger et ne pas rester tout seul à calculer nos triangles. Il faut vraiment qu'on ait des échanges avec l'ensemble des actuaires de notre compagnie, mais aussi l'ensemble des acteurs de la compagnie, que ce soit donc la partie gestionnaire de sinistres, mais aussi ce qu'a dit juste avant Kevin, tout ce qui est hypothèse financière et souscription aussi. Voilà. Donc notre GT, finalement, notre GT provisionnement, on vise à organiser des échanges sur les défis actuels et futurs et du provisionnement. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, nous sommes ravis d'être venus vous présenter nos travaux. Et est-ce que vous avez des questions, du coup ? Un peu plus long que prévu, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. On a peut-être été un peu long. Normalement, c'était y compris questions. Oui. Pardon, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Je rebondis parce qu'il y a pas beaucoup de questions. Je souscris complètement à tout ce que vous avez dit. Je travaille à la CPR et on a
Non, mais un intérêt particulier à justement changer un peu de paradigme aujourd'hui. Et là où on attire l'attention de tout le monde, et ça rebondit exactement sur ce que vous avez dit, c'est qu'il y a plein de nouvelles spécificités et qu'on a une particularité aujourd'hui en 2022, c'est que c'est une génération d'actuaires qui travaillent qui n'a pas connu l'inflation. Autant ceux qui sont proches de la retraite, enfin là beaucoup dans la salle, ceux qui sont proches de la retraite, oui. Voilà, donc c'est exactement tout ce que vous avez évoqué, c'est des nouvelles actions, des nouvelles choses qui vont se produire auxquelles on n'a pas forcément pensé, auxquelles on n'est pas habitué à penser. Donc il faut vraiment changer de système. Je souscris complètement à tout ce que vous avez dit et merci pour cette belle présentation. Et j'ai hâte de voir le guide, non je sais pas, votre recueil qui va sortir. Bientôt. Ouais. Bah oui, avec plaisir. Non, il n'y a pas encore de date. La prochaine réunion de la commission, c'est la semaine prochaine. Donc à partir de là, je leur poserai la question pour savoir quand est-ce que ce sera disponible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on vous libère. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup.